Bien, alors, tout de suite, je vais donner la parole au troisième conférencier de la matinée. Il s'agit de Luis Manuel Bernardo, qui est professeur au département de philosophie à la faculté des sciences humaines et sociales de la Nouvelle Université de Lisbonne, où il est chargé des cours de philosophie de la connaissance, de la culture et de l'éducation. Et ses recherches actuelles concernent les stratégies argumentatives développées depuis la fin du XVIIIe siècle pour définir ce qu'est la modernité. Voilà, je lui donne la parole pour une conférence qui s'intitulera « Peut-on éduquer pour le post-humanisme ?» Merci, bonjour. Ah, tu veux que je... Ouais, comme ça? Je pense que ça fait aucun effet, non? Oui, ça fait? Oui, d'accord. Sinon, j'ai l'habitude de projeter ma voix, il n'y a aucun problème, je peux le faire sans micro. Alors, bonjour. Avant tout, comme c'est d'habitude au Portugal, je voudrais commencer par remercier l'organisation et les organisateurs de m'avoir accueilli ici au sein de ces conférenciers et de saluer cette université d'été qui me paraît pour l'instant déjà très intéressante et avec un sujet de grande pertinence. Deuxièmement, je dois vous mettre, disons, d'introduire un petit avis. Vous avez déjà compris que j'enseigne 3 matières assez vastes. Et donc, la tentation est grande de les mettre toujours en rapport, et ça devient l'équivalent du monde de la connaissance, mais aussi du monde ontologique. Et donc, j'ai dû résister à cette tentation, bien que l'éducation maltraitée, à mon avis, maltraitée vraiment parce qu'elle n'est pas normalement introduite dans ces discussions, tout le monde sait qu'on parle d'esthétique, de métaphysique, d'ontologie à propos de ces questions du post-humain et du post-humanisme, mais on ne parle pas d'éducation vraiment. Et si on essaye de chercher des textes, des essais, des livres sur le sujet, je vous garantis qu'on a des difficultés. Peut-être parce que, disons, on peut envisager que la raison principale est que l'éducation est absolument liée, au moins du point de vue traditionnel, à la production de l'humain et non d'une autre forme quelconque d'existence. Et peut-être le soupçon sur ce rapport si fort, si nécessaire, écarte la tentation de discuter des questions éducatives avec d'autres sujets, avec d'autres concepts. Deuxièmement, peut-être, c'est une hypothèse, parce que tout le monde veut commencer la discussion un peu trop tard. Or, l'éducation est la condition de possibilité même d'une discussion. Une fois que, si on n'y est pas préparé, si on n'apprend pas à discuter, comme on le sait très bien, on ne discutera pas. Donc, il y a ici une espèce de circularité, une espèce de paradoxe qui finit par écarter la discussion, disons, des grands sujets de cette thématique, si on veut l'appeler comme ça. Donc, pour ne pas trop me perdre dans des considérations plutôt génériques, je me suis cerné, j'ai décidé de cerner ma présentation à des travaux qu'un groupe anglais depuis quelques années produit et qui précisément prétend qu'il faut absolument produire une espèce de tournant post-humaniste au sein de l'éducation et qu'il y a des façons spécifiques de le faire. Alors, j'aimerais donc commencer par indiquer ce qui est compris comme humanisme dans ce domaine. Je ne vais pas faire la référence tout le temps à des auteurs.
Ici, je pense par exemple à Naza, à Pedersen, et donc vous allez, je ne vais pas le dire tout le temps, c'est celui-ci qui dit ceci, c'est celui-là qui dit cela. Je vais tout simplement présenter quelques thèses qui sont en grande partie prises dans leurs essais et qui me paraissent pouvoir, grosso modo, définir ce qu'ils conçoivent comme l'humanisme, premièrement. Donc, avant tout, pour eux, l'humanisme est au fait un rêve, une fiction qui a été produite au long de la tradition culturelle et philosophique occidentale. Et cette tradition, avant tout, c'est la tradition qui croit, qui a une croyance en un groupe, un type de groupe, qui est caractérisé par le fait qu'ils sont tous ensemble, c'est-à-dire nous, au fait, ils sont liés par la lecture, par la culture, par l'acquisition de connaissances. Donc, ce sont des gens qui pratiquent les humanités. Dans ce cas, bien sûr, l'humanité est ici pris au sens large, qui inclut les sciences. Donc, c'est tout le travail que nous faisons et qui, dans ce cas, sépare deux grands groupes. D'un côté, ceux qui possèdent ces compétences, de l'autre côté, ceux qui ne les possèdent pas. Et la thèse est la suivante. La thèse qui est inspirée de ces auteurs est la suivante. Ceux qui apprennent les humanités deviennent bons. Ceux qui apprennent les humanités deviennent, disons, meilleurs, et ils sont, d'une certaine façon, ils ont des attributs pour changer le monde dans le sens qu'il faut. Par contre, ceux qui n'y sont pas encore sont dans une situation indéfinie, disons. Indéfinie au sens où ils peuvent toujours faire partie de ce groupe, mais ils n'en font pas encore. Et pour cela, disons, ils ont une vie plutôt désastreuse. Bon, là, seulement pour situer un petit peu, pour que cela ne devienne pas trop abstrait, bien sûr, on peut penser déjà aux communautés philosophiques comme celles des écoles philosophiques anciennes. Non ? Donc, ces groupes qui se réunissent depuis Platon et qui disent bon, voilà, ça c'est la vie bonne, tous les autres sont exclus de cette vie. Si tu veux devenir un vrai homme, deviens philosophe. Donc, et devenir philosophe, c'est agir de telle façon que tu accomplisses le dessein d'une communauté philosophique. Bon, il y a tout le débat qu'on connaît, le débat pédagogique, entre le modèle platonicien et le modèle grec qui était institué, le modèle homérique, on peut l'appeler comme ça. Donc, dès le début de la philosophie, que cette opposition est de mise. En plus, petit à petit, bien que nous sachions que Platon était contre l'écrit, il était plutôt en faveur de l'oralité, mais bien sûr, il a trop écrit pour être contre l'écrit, je dirais comme ça. Il y a ici, on déduit de cette séparation une valorisation de deux attitudes. D'un côté, l'importance de la mémoire et l'importance de l'écriture, et donc l'exclusion des sociétés dites traditionnelles parce qu'elles n'étaient pas basées sur le texte écrit, et deuxièmement, le logocentrisme qui est une conséquence aussi du choix d'une vie philosophique. C'est intéressant seulement au niveau de la philosophie de l'éducation, notamment dans le contexte français, de remarquer que
l'auteur le plus important de ce domaine en France au XXe siècle, Olivier Reboul, dans son livre sur les valeurs de l'éducation, où il suggère qu'il y a une différence entre les valeurs de la société ou les valeurs politiques et les valeurs strictement pédagogiques. Il présente précisément les deux premières valeurs pédagogiques comme étant l'écriture et la lecture. Donc, deuxième trait, je dirais, et il est dans ce cas repris de Snadza, l'humanisme, et j'utilise sa définition en anglais, it's a machine that produces the human world as synecdoche. Man is made to be the measure of things. Bon, alors c'est cette machine-là qui est à la base de l'humanisme, et dans ce cas, il y a une hyper-évaluation de l'humain, il y a une construction d'une entité conceptuelle uniforme qui est l'homme, non? Et il y a immédiatement une distinction qui s'impose entre les humains et les autres. Soit-ils des animaux, soit-ils des infrahumains, soit-ils des machines, etc. Bien sûr que, de même, si on construit un concept qui est uniforme, on finit par miser sur le même en détriment de l'autre. C'est donc que la différence, même si elle est intéressante, elle est toujours un point de départ pour arriver au même, et non pas pour se maintenir différent. On comprend d'une façon encore abstraite que dans ce cas, d'une façon ou d'une autre, on doit s'acheminer vers l'universel, et l'idée de l'homme et de l'humanité de l'homme, c'est une idée universelle qui finit par intégrer les différences et, de préférence, on dirait comme ça, les dissoudre à un certain moment dans un autre niveau de compréhension. C'est ainsi que, par exemple, un de ces auteurs reprend cette idée d'opposer la face, et qui est toujours la face de l'homme blanc, européen, etc., à d'autres façons d'être humain. Et dans ce cas, on peut conclure que pour ces auteurs post-humanistes, et on a déjà compris, je pense que c'est devenu très clair que le post-humanisme tel que je le présente et tel que je le trouve dans ces essais est une idéologie. Donc, c'est une façon de voir la réalité et de l'interpréter. Ce n'est pas une considération sur ce qui est l'humain, mais c'est plutôt une considération sur ce que l'humain doit être aussi, ou ne pas être dans ce cas. Parce que, et je dirais, c'est cette considération qui apparaît à la fin, elle est aussi reprise de Snadza, il dit « The human is not something we are, it's an error, superposed on complex and mobile relations ». Donc, c'est une erreur, disons, dont la généalogie peut être bien trouvée, et c'est une erreur, je le dirais, il ne le dit pas, mais c'est intéressant pour notre discussion, je pense, postérieure, c'est une erreur philosophique. Et j'irai encore plus loin, si c'est vrai que la philosophie est solidaire de cet idéal, l'idéal d'une humanité prise comme une valeur et comme un concept universel, je dirais que ce n'est pas seulement une erreur philosophique, c'est une erreur civilisationnelle ou culturelle d'avoir permis que la philosophie devienne la forme conceptuelle de notre monde.
Donc, nous pâtissons d'un excès de philosophie ou d'un excès de compréhension à partir de philosophèmes. Je me suis dit, du moment où cela doit se rendre un peu plus concret, qu'il fallait bien trouver une généalogie. Je ne vais pas aussi loin que, par exemple, Natzal est allé, je veux dire, en cherchant, comme Nietzsche d'ailleurs, chez Socrate, Platon, le début du péché. Mais je me suis dit que du moment où il y a un point d'aboutissement, et ce point d'aboutissement et de commencement de la contemporanéité, l'aboutissement de la philosophie traditionnelle, c'est Kant, je me suis dit que je pourrais vous présenter très brièvement les 3 ou 4 idées qu'on trouve dans ces propos sur l'éducation ou ces réflexions sur l'éducation selon les traductions. Bon, la mienne, celle que j'ai amenée, c'est celle de Filonenko. Je pense que tout le monde la connaît. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, la plupart des personnes travaillent ce texte hors le domaine de la philosophie de l'éducation. Mais au fait, Kant a proposé des réflexions sur l'éducation qu'il a passées et qui sont un peu disperses, mais qui nous montrent bien le point, je dirais, d'aboutissement de ce que j'ai ici présenté comme une lecture possible de l'humanisme, dans ce versant éducatif, bien sûr. Alors, je ne vais pas commenter tout le texte, je vais seulement reprendre quelques idées. Kant est bien clair en présentant l'éducation comme un idéal. Et comme vous savez, pour lui, il le définit, même là, il le définit à plusieurs reprises dans plusieurs ouvrages, mais dans ce petit ensemble de propos, il explicite que l'idéal, dans ce cas, c'est un concept d'une perfection qui n'est pas rencontrée dans l'expérience. D'ailleurs, c'est précisément, je dirais, le fait que l'éducation soit un idéal qui confère à l'acte éducatif, à l'action éducative, qui lui confère son pouvoir. C'est-à-dire, elle n'est jamais là, elle n'est jamais possible d'une façon complètement aboutie, concrète, parce qu'elle est toujours projetée dans un futur. Tout au début, Kant produit cette affirmation que je dirais pourrait être le leitmotiv de l'humanisme. L'homme est la seule créature qui doit être éduquée. On sait bien que, par exemple, là, il est en discussion avec Rousseau qui défendait que les animaux aussi avaient besoin d'une certaine instruction. Mais Kant est très clair, il dit que, sauf les oiseaux qui apprennent le chant de leurs parents, la nature leur a tout donné, et donc ils viennent déjà instruits. Alors, on peut dire, si on développe cette idée, on peut dire que l'homme doit être, est le seul être, la seule créature qui doit être éduquée, parce qu'il en a besoin, parce qu'il le peut. Donc, c'est la question qu'il est perfectible, donc il en a besoin, ça veut dire qu'il est fragile. Il le peut, il est perfectible, et il n'y a que lui qui le peut, c'est-à-dire que l'éducation est pour l'homme la marque de sa propre perfection. Pas seulement de sa perfectibilité, mais de sa perfection, au sens où c'est ce qu'il y a vraiment de plus noble à faire. En même temps, on a ce énorme paradoxe qui résulte de cette position. Le paradoxe est le suivant. L'homme, c'est l'homme qui éduque l'homme,
Donc, parce que si les autres êtres ne peuvent pas et ne doivent pas être éduqués, donc il n'y a que l'homme pour éduquer l'homme. Et ceci revient à une circularité assez complexe qui peut être exprimée, résumée de cette façon. Il faut que quelqu'un soit déjà éduqué pour que quelqu'un d'autre devienne éduqué. Alors, il faut un minimum, comme dit Kant, il faut un minimum de lumière pour qu'il y ait plus de lumière. Bon, ce propos est intéressant pour ma conclusion, notamment parce que, vous voyez, il n'y a pas de point nul de l'éducation, sauf si on présuppose une nature ou un Dieu qui soit déjà l'éducateur. Si on accepte que c'est l'homme qui éduque l'homme, il y a toujours un avant qui est déjà là. Donc on ne peut pas l'éviter. Puis Kant nous dit, il n'y a... Et donc maintenant, il va rendre son projet un peu plus concret, et il dit, il n'y a pas d'homme sans soin. Et les soins sont, on pourrait dire, la condition transcendantale de l'éducation. Il n'y a pas d'homme sans discipline. Il n'y a pas d'homme sans instruction. Il n'y a pas d'homme sans formation, sans culture, sans Bildung. Si ces 4 niveaux n'opèrent pas à différentes étapes, et disons comme un tout, Kant est très clair, on ne sortira pas ni de la brutalité, ni de la sauvagerie, ni de l'animalité. Donc, nous avons ici clairement associé ou opposé, déjà présenté l'opposition, que ou bien on est humain, ou bien on est animal, on est brut, on est sauvage, etc. Je reprends seulement la question de la discipline, parce qu'elle est particulièrement forte, et parce que, comme vous savez, elle est à la base de la critique qu'on ne peut plus ignorer, de Michel Foucault au système éducatif, ce que l'éducation est devenue. Et la discipline, comme Foucault l'a très bien présenté, est en même temps une question de discipline et une question de conditionnement physique, mental. Les disciplines, chez Kant, seraient plutôt du côté de l'instruction. Et cette discipline-là dont il parle, c'est la discipline des corps. Pourquoi, et c'est là aussi assez intéressant d'y réfléchir, la façon dont Kant nous présente l'exigence de discipline, pourquoi doit-on discipliner? Pour Kant, parce que l'humain est complètement attaché à la liberté. C'est donc en raison de cette liberté constitutive, et non pas en raison d'un pouvoir ou du besoin d'exercer un pouvoir sur l'enfant, tout au contraire, que se pose le vrai problème de l'éducation. Le problème de l'éducation est donc un problème qu'on pourrait, maintenant je pense à la double négation dont on parlait avant, qu'on pourrait présenter d'une façon presque hegelienne, c'est qu'il faut contrarier ce besoin de liberté qui, tout au début, se montre comme indiscipline. Donc, ce dont, hier, si j'ai bien compris, dans le débat, inquiétait Ondrej avec ce soin des désirs excessifs, etc. Donc, il faut contrarier ce premier besoin de liberté qui est indiscipline
pour produire une autre liberté, une vraie liberté, qui, pour Kant, est équivalente à l'autonomie et à l'indépendance. C'est une liberté morale à partir d'une telle négation. Kant est très clair en disant que la discipline est toujours négative. Alors, l'instruction est positive. On va croire que l'instruction va compenser cette négativité et apporter d'une certaine façon un surplus à la moralisation qui est le vrai but. Finalement, je dirais, l'éducation est ainsi traversée par un principe d'espoir. Au fait, on a compris que si à la base de l'éducation, on a plutôt un processus négatif, on n'est pas sûr de l'aboutissement. On n'est pas sûr de l'humain qu'on va produire. Néanmoins, on est sûr de l'humain qu'on veut produire. Ceci suppose trois choses. Premièrement, comme Kant le dit, que l'individu n'est pas apte à produire toutes les potentialités de l'espèce, que l'idée d'espèce n'est pas encore suffisante pour résoudre ce problème, et troisièmement, qu'au fait, le vrai espoir doit pointer vers une éducation de type cosmopolite. D'accord ? Donc, il y a là une dimension aussi politique qui vient doubler l'espoir d'une éducation universelle. Je pense pour terminer qu'il y aurait plein de choses à dire, que cet exercice éducatif n'est possible selon Kant que s'il y a un rapport entre humains. Et ce rapport n'est pas un rapport entre individus, mais un rapport entre un homme qui a déjà été partiellement éduqué et un homme qui demande à être éduqué. Et surtout, c'est un rapport avec l'avenir à un état d'éducabilité universelle. Alors, je dirais, j'espère, avec ce petit résumé, avoir été assez clair sur l'enjeu d'une éducation humaniste, l'enjeu concret. Et c'est là que nos auteurs du post-humanisme nous proposent de penser que cette utopie, ce rêve, porte des paradoxes insoutenables. Notamment cette idée qu'on a bien trouvée chez Kant, que tout tourne autour de l'humain. C'est donc c'est ce projet même de l'humanisme qui doit être contesté parce qu'il ne tient pas suffisamment quand on commence à l'interroger. Pourquoi ? Dès lors, parce que il présuppose que l'humain est et n'est pas au même temps. Donc, c'est une éducation qui, disons, est construite sur une contradiction de base, et cela amène à des contradictions successives. Deuxièmement, parce qu'elle présuppose qu'il y a une espèce d'identité supérieure, et cette identité provoque une espèce de refus de concevoir le monde comme humain. C'est-à-dire, c'est aussi un paradoxe, c'est aussi une contradiction que,
en misant sur la valeur de l'humain identifié à l'homme, on nie la valeur de l'humain à d'autres entités. Et comme l'humain et l'homme ne sont pas la même chose, il n'y a aucune raison effective pour nier l'humanité à qui que ce soit. Donc on pourrait ici retrouver tout un débat, je ne veux pas le faire en ce moment, sinon je ne sors pas d'ici, vous non plus, mais on pourrait faire tout un débat entre la différence, autour de la différence entre subjectivité et humanité, entre ce qui peut entrer dans la case sujet et l'humain en tant que tel. L'humain est, comme Foucault nous l'a montré, et je pense avec raison, l'humain n'est qu'une des possibilités de subjectivation. Ce n'est pas la seule façon de concevoir le sujet. Alors, cette vision finit par provoquer aussi une attitude de violence contre les animaux, contre les autres non-humains, et elle commence à produire, pour se justifier à elle-même, c'est-à-dire pour justifier le fait qu'il y ait des humains qui doivent être compris comme vraiment humains, elle finit par créer des catégories intermédiaires, des demi-humains ou des semi-humains. Bon, bien sûr, dans le monde anglo-saxon, les exemples sont les Afro-Américains, les femmes, et on pourrait même dire les enfants, pourquoi pas. Ils n'en parlent pas, ce qui est surprenant dans des textes sur l'éducation, mais c'est évident que dans ce contexte, les enfants sont des intra-humains ou des infra-humains jusqu'au moment où ils sont éduqués. Encore, bien qu'elle soit faite pour produire l'homme et un monde à la mesure de l'homme, elle finit par situer l'école chaque fois plus loin du monde. L'école se ferme sur elle-même, l'école se ferme sur un projet institutionnel, et c'est à partir de ce projet qu'elle projette l'homme. Et donc, le paradoxe ici, c'est qu'il y a une inversion de l'intérêt de l'éducation. Donc, l'éducation devrait produire l'homme et le monde, et à la fin, elle produit son homme et son monde, qui, à la fin, n'est pas vraiment l'homme et le monde du monde en tant que tel. En faisant à nouveau le bilan, je dirais que ce qui est contesté vraiment en général au niveau de l'éducation est toute une vision globale, métaphysique, anthropologique, ontologique, et, petite parenthèse, dans ce cas, il y a une profonde confusion entre l'éducation et l'école. Premièrement, c'est l'éducation qui nous fait sentir l'apaisanteur de notre corps. On peut s'imaginer que sans éducation, sans cette éducation humaniste, on serait plus léger. L'éducation provoque ou produit le refus des désirs. Elle travaille tous nos désirs pour qu'on ne les sente pas d'une façon naturelle, pour qu'on renonce à la nature, et notamment à notre nature de base. Et ces auteurs du post-humanisme voient dans la pensée, une pensée trop réfléchie, à mon avis, ça c'est une lecture très personnelle, avec sa dimension de transcendance, ils y trouvent une espèce de cause universelle du mal. Pourquoi? Parce que cette pensée universelle empêche l'individu de se rapporter à sa culture, de se rapporter à son monde, de se rapporter à son expérience et même de se rapporter à sa nature. Enfin, elle annule les différences et
elle crée une subjectivité arrogante. L'idée du post-humanisme serait, je dirais, celle d'une nouvelle utopie. Et pour nous, en ce moment, je vais la présenter très rapidement, parce que le temps vole, il ne passe même pas. La présenter très rapidement, ce serait une autre façon de concevoir la pédagogie, disons comme ça. Bon, j'ai des difficultés et en ce moment, je commence à ralentir un petit peu, à introduire un petit ralentissement de voix exprès, parce que à la fin, quand on cherche à comprendre qu'est-ce que ça devient, quel est le vrai projet, on n'y trouve pas grand-chose, pour être honnête. On y trouve beaucoup d'affirmations contestaires, on y trouve beaucoup de critiques, on y trouve beaucoup d'affirmations négatives, on n'y trouve pas un plan éducatif alternatif. Bon, bien sûr, on pourrait tout de suite dire, si on le trouvait, on tomberait exactement dans les mêmes erreurs qu'on veut critiquer. Mais je profite déjà pour adresser une de mes doutes à cette vision telle qu'elle est pour l'instant développée. C'est vrai qu'on s'est habitué depuis les textes de Lyotard à accepter que les grandes narratives étaient mises en cause et que donc on n'avait plus la possibilité de parler avec les concepts, avec la structure narrative de ces grands récits de la métaphysique traditionnelle. Mais je dois remarquer, et je le fais constamment, non seulement au sein des études, mais même au sein de ce qu'on peut appeler le sens commun sur l'éducation, que l'éducation a survécu à cette mise en cause. Au fait, jusqu'à présent, tout ce qui concerne l'éducation continue à être pensé au niveau du grand récit. L'éducation est encore le dernier grand récit métaphysique qu'on ne met pas vraiment en cause. C'est peut-être pour cela que je ne trouve pas un grand plan alternatif. Mais, donc, quand on se demande qu'est-ce que c'est pour ces éducateurs, ces philosophes de l'éducation, qu'est-ce que c'est que le post-humanisme, ou l'alternative post-humaniste, à quoi arrive-t-on? Bon, dès lors, ils nous disent, c'est une transdisciplinarité. Donc c'est une façon de dialoguer. Hein, c'est une façon de dialoguer entre différentes perspectives et aussi entre différents groupes qui ont une espèce de bataille commune, une bataille pour des droits, une bataille pour un monde où ils sont acceptés, une bataille pour un monde différent. C'est pour cela qu'il y a des titres comme « Est-ce que le post-humain est éducable ?» et après, le sous-titre qui dit « Du rapport entre une éducation post-humanisme et les études sur l'environnement ou les études sur les animaux ou l'éthique des animaux. » Donc, tout cela entre dans le même registre. Après, plus important, c'est une façon, et là c'est Naza qui le dit à nouveau, c'est une façon de poser des questions fondamentales au niveau de l'ontologie et de l'épistémologie. Grosso modo, les deux ontologies prévalentes, l'ontologie prévalente qui est proposée par ce groupe, c'est ce qu'ils appellent la OOO. C'est une ontologie où tous les êtres, disons comme ça, tous les étangs sont considérés des objets. Donc, il n'y a plus de sujet, il n'y a que des objets de base. Les questions, par exemple, épistémologiques, ce sont des questions qui concernent la critique
de l'idéalisme, par exemple, notamment celui de Kant, et en faveur, je dirais, d'un réalisme spéculatif. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est qu'un réalisme spéculatif, mais apparemment, ça a un grand sens pour ce contexte, et ça revient, au fait, le réalisme spéculatif, ça revient à accepter qu'il y a un monde avant et au-delà de l'homme. Bon, et donc, c'est une façon de briser la théorie de la représentation traditionnelle et sa version idéaliste, c'est-à-dire cette version qui nous dit que tout ce qu'on connaît, on le connaît parce que on peut le connaître en tant que système de connaissance, en tant qu'humain, et donc, c'est la célèbre phrase que tout le monde répète de Schopenhauer, le monde est ma représentation. Bon. Si le monde est ma représentation, tout ce qui intéresse doit d'une certaine façon passer par cette représentation. Donc, un réalisme spéculatif, par contre, dira que le monde n'est pas ma représentation. Au contraire, s'il y a représentation, c'est parce qu'il y a déjà un monde où j'y suis. Encore, c'est une façon de contrecarrer l'incapacité que, à la fin, l'éducation humaniste a démontré à satiété de valoriser le pluralisme, de pratiquer la tolérance et de rendre le monde plus juste pour tout le monde, notamment pour les exclus. Encore, c'est une façon de dépasser la difficulté que les humanistes ont de concevoir les interfaces multiples entre des êtres organiques et des êtres inorganiques, des êtres matériaux et des êtres virtuels, des êtres culturels et des êtres naturels. En fait, il y a plein de suggestions sur l'absolu besoin de repenser que nous ne sommes que des formes très basiques, biologiques très basiques, où je vois à nouveau le précepte biblique de la poussière, etc. Bon. Bien sûr aussi, c'est une façon de nier l'intérêt de la reproduction que Bourdieu a si bien mis en évidence, et de contrarier en choisissant une autre vision, et cette vision-là serait de laisser chacun exprimer sa propre nature. Comment tout cela se passerait? Quelques pratiques éducatives post-humanistes. Un auteur qui s'appelle Gauck nous présente ce souhait, disons, c'est un rêve qu'il a de comment se passerait l'enseignement et l'apprentissage. Je le dis en anglais parce que c'était comme ça. Material semiotic assemblages of socio-technical relations embedded in and performed by shifting connections and interactions among a variety of organic, technical, natural and textual contexts. Donc, c'est un peu accepter cette mise en rapport mondaine. On est là tous ensemble et donc on n'a aucun besoin de commencer par faire le tri de catégories et d'imposer des catégories qui ne sont pas évidentes. Donc, il y a des rapports très naturels, on a des rapports avec la réalité, avec le monde, etc. Dans ce cas, par exemple, on peut très bien, ils le disent, on peut très bien continuer quelques expériences déjà mises en place par des pédagogues comme Maria Montessori ou Célestin Freinet,
et par exemple ramener les enfants au jardin, les mettre parmi les animaux, etc. et cultiver ce genre de rapport plus écolo. Deuxièmement, je dirais, il y a un pari très fort sur la narrativité et donc sur les récits. Bien sûr que ce pari sur les récits, on a déjà vu cela ici sur des récits aussi de science-fiction. Il y a un auteur qui dit même, peut-être les enfants apprendraient beaucoup plus avec la science-fiction sur la pratique scientifique qu'avec ce qu'ils apprennent avec les programmes proposés par les systèmes éducatifs. Bien sûr que dans ce cas, il y a un problème qui se pose sur les critères de la connaissance et sur les critères de la narrativité. Est-ce que la vérité, qui est toujours un critère sur lequel nous travaillons, pourrait continuer à être un critère au sein des récits, d'une éducation faite par les récits? Bon, je dois avancer. Encore, il souhaite que l'apprentissage soit situé dans des contextes très précis. On ne doit pas avancer des notions transcendantes, universelles, mais par contre, on doit s'attenir à l'expérience de chacun et surtout permettre le développement d'une espèce de autopoésis. Ils vont chercher, bien sûr, à Derrida des idées pour soutenir cette créativité permanente et qui serait possible dès le plus tendre âge. Et je reste ici parce que sinon je n'aurai pas l'opportunité de faire mes propres considérations. Et là, très brièvement, sinon on n'aura pas de débat, je dirais, toutes ces considérations donc supposent une façon d'argumenter qui, pour moi, pose quelques problèmes. Même si je suis d'accord sur les excès du post-humanisme, de l'humanisme, pardon. Mais le problème est le suivant. Déjà, ils acceptent qu'il y a une généalogie évidente, et comme nous savons, toutes ces lectures génériques souffrent précisément du problème qu'ils imputent à l'humanisme, c'est-à-dire, elle est universelle, et cette universalité est une pauvreté dans ce cas-là. Et deuxièmement, il y a un diagnostic du présent qui est catastrophique et qui est hypostasié, à mon avis, et donc simplifié. Je reprends ici une question de Pedersen qui demandait, qui reprenait une citation de Haraway, qui est la suivante. What does it mean to educate in a time of extinction, extermination and mass industrial death? Donc, c'est dans cet horizon que beaucoup de questions ici se posent. Mais il faut encore il faut que cela devienne évident, que nous sommes dans cette époque-là et que c'est à peine ces traits catastrophiques et négatifs qui nous caractérisent. De même, cet argument, l'argument, je veux dire, se construit à partir des conséquences. Donc, ce n'est pas la valeur en soi-même de l'idéal humaniste, c'est les conséquences qu'on lui impute. Et de plus, il y a ici une corrélation assez surprenante entre un type de causalité, c'est-à-dire on croit qu'une façon de penser finit par déterminer une façon d'être. Mais si cela est vrai, alors l'humanisme a tout à fait raison, parce qu'il faut travailler les facultés intellectuelles pour pouvoir construire quelque chose, pour pouvoir construire ce qu'on veut.
Au fait, pour moi, en ce moment et au niveau de l'éducation, je dirais, le posthumanisme n'est qu'une certaine attitude que je dirais intéressante quand elle est critique, intéressante quand elle sert, comme d'ailleurs déjà le postmodernisme le faisait, quand elle sert à empêcher l'assurance sur nos rapports et sur nos concepts, et aussi quand elle favorise une certaine générosité, un certain rapport, je m'excuse, plus humain au monde. Mais elle ne peut être que locale, d'ailleurs elle ne veut pas être globale, elle ne peut être que locale et elle ne peut être que limitée. Par exemple, elle fait la critique, elle ne fait pas vraiment la critique, elle suscite la critique des disciplines. Mais peut-on, est-on en condition d'abdiquer de la structure disciplinaire? Vous allez peut-être me dire que oui, mais alors que faisons-nous ici avec un programme où je suis présenté comme professeur de philosophie, un autre est présenté comme professeur de littérature, etc. Et il faut aussi se rappeler qu'une inter- ou une transdisciplinarité est toujours une disciplinarité. Donc, ce n'est pas suffisant de dire que le dialogue entre les disciplines ou un certain type de dialogue va produire un autre monde. Il va produire une section du même monde. Une version peut être différente du même monde, mais pas un autre monde, parce que ce monde-là, c'est le monde des disciplines et le monde de la disciplinarité. Une autre question que je poserai, et je termine dans 1 minute, une question que je poserai est la suivante. De même, sommes-nous disponibles pour mettre en cause tout l'apport culturel, pour laisser, par exemple, tomber les universités, tomber les écoles, etc., et revenir à un monde de récits, de fiction, de mythes, et à quoi bon? Alors, vraiment, pour terminer, je dirais, peut-on éduquer pour le posthumanisme? Je donne une réponse cynique. Oui. Pourquoi? Parce qu'on peut éduquer pour n'importe quoi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si on prend éducation au sens d'un processus de transformation d'un être en quelque chose d'autre, on peut vraiment le programmer, l'instruire mécaniquement, comme dit Kant, le dompter, le dresser, et tout cela peut entrer dans la catégorie de l'éducation. Si l'on prend éducation au sens philosophique ou que la philosophie lui a apporté, je dirais, alors seulement partiellement. Doit-on, je dirais, peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas ce genre de personne qui veut décider pour les autres. Néanmoins, je dois, à ce propos, introduire une autre considération, c'est ma avant-dernière, la dernière viendra dans 10 secondes, une avant-dernière qui est la suivante. C'est vrai que peut-être on doit changer beaucoup de choses dans notre éducation, et je suis le premier à l'accepter, et il ne faut pas aller du côté du libéralisme comme apparemment on veut le faire. Mais quand on dit doit-on vraiment changer pour le post-humanisme, ce que je veux demander à ce propos, c'est que pour être post-humain, il faut être déjà très humain. Alors, pourquoi je dis cela? C'est que pour aimer les animaux en tant que tels, pour accepter qu'ils ont des droits, pour se sentir
en régime de parité entre espèces, pour vouloir le bonheur des autres, pour accepter toutes les différences et vivre avec. On ne peut pas le faire du début. On le sait, la violence est là, on la connaît très bien, elle est parmi nous, et il faut vraiment être très humain. Donc je dirais, oui, on peut éduquer pour le post-humain, après l'éducation pour l'humain. Le souhaite-t-on? C'est ma dernière question. Je dirais, peut-être, si on accepte le principe de Pareto. Quel est le principe de Pareto? Il faut quand même faire le mieux, ou le meilleur, en évitant de produire le pire. Merci. Merci beaucoup. Donc on peut